Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un verre avec sur Radio Fringale. Aujourd'hui, à nos côtés, pour cette demi-heure, nous accueillons celui qui a été champion de France Espoir 2014 et qui a failli rééditer l'exploit chez les grands en 2017 en se classant 3e de la course en ligne senior. Il écume depuis 7 ans les places d'honneur en Continental et en Continental Pro à la recherche de sa première grande victoire. Jérémy Levaux, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bah ça va, très bien. Et vous je ressors d'un stage de 2 semaines dans le sud, sous le soleil, donc tout va bien. Ok, les jambes sont bonnes ? Ouais, la progression est bonne, on va dire. Après, l'entraînement est différent de la course, donc j'ai hâte de me tester sur les premières courses de la saison pour voir un peu où j'en suis au niveau des sensations, quoi. Ok, ça marche. Alors, l'émission s'appelle Un verre avec, Jérémy. Du coup, dis-nous ce qu'on te sert pour cette demi-heure. Eh ben, là, c'est un peu soft, on va dire, avec un temps hivernal, donc ce sera une petite tisane pour moi ce soir. Écoute, parfait. Je t'avoue que moi, j'ai la gorge un peu cassée. Je me suis fait une petite tisane avec du miel et du citron. Ça ira très bien aussi. Du coup, on a déjà dit ton nom et ton prénom. Est-ce que tu peux te présenter au niveau de ton âge et puis de ton équipe actuelle ? Ouais, alors donc moi j'ai 29 ans, j'ai bientôt 30 ans. Je suis cycliste professionnel, je vais entamer ma 8e saison dans l'équipe Go Sport Roubaix-Lille Métropole, qui évolue à un niveau continental et voilà. Ok, super. On a plusieurs questions, hein, tu vas voir, qui reviennent souvent dans nos interviews, qui sont des questions un peu marqueurs de ces moments qu'on passe avec les cyclistes. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous donner le résultat qui t'a le plus marqué dans ta carrière et dont tu es le plus fier ? Je pense que ça va pas être trop difficile de choisir. On va dire mon titre de champion de France en espoir en 2014. C'est vraiment être champion de France, c'est un peu le Graal, on va dire, pour un coureur français. Donc, je l'ai fait chez les jeunes en espoir et pourquoi pas un jour le refaire chez les pros. Je suis passé pas loin en 2017 en terminant sur le podium à 3e place. Donc, voilà, les championnats m'ont toujours plutôt bien réussi et donc voilà, c'est ma plus belle victoire, ça reste le titre de champion de France. Ouais. Ok, ça marche. Alors, toi, tu es issu d'une famille de cyclistes. Je voulais savoir à quel âge tu es monté sur le vélo pour la première fois. Et est-ce que devenir cycliste, c'était un rêve de gosse ou ça s'est fait comme ça parce que tu avais des prédispositions et puis tu as suivi le flow ? Mais en fin de compte, forcément, je suis monté très jeune sur le vélo, mais pas forcément en compétition au début. J'allais toujours voir les courses de mon père tous les week-ends. Mon père et puis mon frère, mon oncle, etc. Donc j'ai toujours été bercé dans ce milieu-là. Et puis en fait, quand j'étais plus jeune, j'emmenais toujours, mon père emmenait toujours mon vélo de course sur la course du week-end et je faisais souvent l'échauffement avec lui. Et puis après, pendant la course, je faisais les tours circuit en attendant les coureurs. Donc on va dire que je suis monté rapidement sur un vélo. Après, en compétition, je suis d'abord passé j'ai fait 8 ans de football pendant 8 ans et j'avais voulu faire de la compétition cycliste parce que mon père, j'étais passionné forcément depuis tout petit et mon père voulait pas forcément que je commence trop tôt. Il m'a quand même voulu prendre une licence en parallèle du foot dans un petit club à côté de la maison, à Nonan-le-Pin. Et puis bon, j'étais un peu en croissance, on va dire, tardive, donc j'étais plus petit que les autres. Et j'ai été un peu écœuré parce que j'arrivais pas à suivre, tout simplement. Ok. Et du coup, mais je pouvais pas faire le foot et le vélo en même temps, et donc en fait, j'ai continué le foot. Et je suis revenu seulement à partir de 14 ans, j'ai vraiment commencé la compétition cycliste. Ok. J'ai arrêté le foot et j'ai commencé en minime 2 en fait. Ok. Et puis après, depuis, j'ai jamais arrêté. Ok, super. Alors, on a parlé de ton père qui a été professionnel en 1973, qui était un excellent coureur amateur. Alors, j'ai une petite surprise, une petite anecdote, Jérémy. La semaine dernière, j'ai mon père qui vient chez moi.
Donc mon père est normand, il est né en Normandie. Donc je lui explique qu'on a fait l'interview avec, Célestin Guillon, hein, qui nous a mis un petit peu en lien, toi et moi et je lui dis voilà, il m'a parlé de son collègue d'entraînement, Jérémy Levaux, on va l'interviewer. Alors il me dit: «Levaux? Mais attends, je crois que je connais son père», et en fait mon père, qui est d'Argence, a couru avec ton père et il me racontait que mon grand-père à l'époque, à la course d'Argence, venait se mettre dans le virage devant leur maison, uniquement pendant la course pour voir passer ton père sur le virage parce qu'il le trouvait super beau sur un vélo. D'accord. Voilà. Super. Donc je me suis dit: «C'est quand même fou» parce que moi aussi je suis de 92. Je me disais: «C'est quand même dingue que, voilà, en si peu de temps on se retrouve et qu'en fait il y ait déjà des connexions, qu'on n'imaginait même pas qu'il pouvait y avoir entre nous». Voilà, c'était la petite anecdote, je tenais à te le dire parce que, j'ai trouvé ça super fun. Donc je disais, ton père qui était, excellent coureur amateur, quel rôle il a joué dans ta progression cycliste? Et puis est-ce qu'il joue encore un rôle, pour toi aujourd'hui? Ouais, bah mon père, bah tout d'abord, ça a été un modèle pour moi depuis tout petit parce que il a fait une grande carrière et puis chez mes parents quand je vivais encore chez eux, bah il y a des coupes, on va dire que les coupes remplacent la tapisserie, donc voilà, c'était un modèle et puis moi j'ai toujours rêvé en fait de faire quand j'étais à l'école, quand j'étais plus jeune, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais toujours cycliste professionnel. Mmh. Que j'ai toujours été un vrai passionné et donc mon père ouais il a joué un rôle important parce que déjà il m'a retenu un peu plus longtemps que ce que je demandais on va dire. Donc j'ai commencé un peu plus tard. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de courir avec lui quand je suis passé dans les rangs juniors. Et donc là, il m'a pas mal aiguillé sur les tactiques de course, etc. La vision de la course. Et puis il m'a appris à courir tout simplement. Donc Ouais. voilà, j'ai gagné, on va dire que j'ai gagné du temps avec mon frère aussi en parallèle qui était encore en activité à ce moment-là. Donc voilà, on va dire qu'il a toujours su me donner des bons conseils et puis il le fait encore aussi maintenant et bah, maintenant c'est mon plus grand supporter donc il me soutient au quotidien et donc ouais je lui dois beaucoup pour ça quoi. OK, super. Alors on voulait savoir, aujourd'hui, ça ressemble à quoi une semaine avec Jérémy Levaux? Et ben une semaine avec Jérémy Novo, c'est pas mal d'entraînement on va dire, Mmh. pas mal d'entraînement. Voilà en pleine période de, on va dire en pleine saison, les semaines c'est aux alentours de 20 heures en général. OK. Donc je suis quand même pas mal occupé. Et puis après je suis quand même j'aime bien être chez moi, donc je suis quand même souvent à la maison avec ma compagne. Et puis j'aime bien aussi me libérer un petit peu quand c'est des jours de repos, tout ça, aller me promener avec ma compagne, faire des choses qu'on n'a pas trop le temps de faire quand on s'entraîne. Donc voilà, c'est après une journée type, c'est rouler le matin, un peu manger, un peu de repos, et puis ensuite faire des choses qu'il faut faire à la maison, un peu de bricolage, Mmh. et puis OK. voilà quoi. Donc les semaines en pleine saison, les semaines s'enchaînent vite, et Ouais. puis les compétitions aussi. Donc je suis pas mal en déplacement aussi, donc c'est une saison passe très vite et c'est pour ça que je dis souvent à des jeunes maintenant, parce qu'on me le disait déjà à l'époque, mais je les croyais pas forcément. Mmh. Mais maintenant, je dis aux jeunes, qui est pris et voilà, ça sera plus à prendre et voilà, le temps est important et il faut pas se dire la saison est longue, j'ai encore le temps de, voilà, faut se rendre compte que les saisons passent très vite et voilà, il n'y a pas trop de temps à perdre quoi. OK. Tu nous parlais, tout à l'heure des courses de championnat qui te réussissaient plutôt bien. Comment tu te définis toi aujourd'hui en tant que coureur? Quel est ton profil sur route? Alors moi, mon profil, je suis plutôt, on va dire, puncher sprinter. C'est sur ces courses-là que j'ai toujours obtenu mes meilleurs résultats. Je passe plutôt bien les bosses. Je suis un coureur assez polyvalent, on va dire. Mmh. Et puis j'ai une bonne petite pointe de vitesse qui me permet de tirer mon épingle du jeu sur des arrivées en petit comité. Et voilà, c'est vraiment
sur ces spécialités-là que j'ai envie de continuer de performer, voilà. Ok. Aujourd'hui, quelle serait ta victoire de rêve? Sur quelle course tu rêverais de t'imposer? Ah bah forcément, le rêve, ça serait pour moi celle qui me fait le plus rêver. Si vraiment je veux rêver, c'est le Tour des Flandres. C'est Ok. vraiment une course. Voilà, je trouve que c'est la plus belle de l'année. Mhm. Personnellement, enfin, je sais que les classiques flandriennes, c'est celle que j'apprécie le plus à regarder à la télé. J'ai eu la chance de participer une fois à Paris-Roubaix aussi, donc je sais quelle ferveur il y a sur cette course-là. Ouais. Et c'est vrai que c'est aussi particulier, mais dans mon profil, on va dire que le Tour des Flandres me correspond forcément un petit peu mieux. Donc c'est vraiment la course qui me ferait plus rêver. Après, il y a forcément aussi les championnats du monde, voilà, tous les championnats du monde. Et puis Mhm. après, on va dire voilà, un truc un peu, enfin une course un peu plus accessible pour le moment, ce serait là un championnat de France, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite pour la suite. Tu cours la plupart du temps en France, mais tu as aussi déjà participé à quelques courses par étapes à l'étranger. Tu parlais de ferveur pendant Paris-Roubaix. Quel est ton plus beau souvenir par rapport à ces courses que tu as pu faire à l'étranger? Ouais, j'ai fait pas mal de pays, surtout quand j'ai fait 2 ans chez Delco Marseille. Voilà, j'ai fait la Chine, j'ai fait la Norvège, j'ai fait les Émirats Arabes Unis. Voilà, j'ai fait pas mal de continents. Donc ouais, c'était toujours, on va dire que toutes les courses à l'étranger étaient des bonnes expériences. Après, moi, j'avais fait le Tour d'Oman, ça reste c'est un bon souvenir parce que voilà, c'est la culture est complètement différente et puis Mhm. commencer la saison là-bas, c'est voilà, il fait 35 degrés, soleil, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire habituellement voilà en Ouais. France. Donc pour commencer l'année, on va dire que c'était vraiment génial. Après, j'ai vu aussi pas mal d'autres cultures en Chine, tout ça. Bon, c'est pas le continent où j'ai préféré aller, mais ça reste quand même des bonnes expériences de vie, quoi. Ok. Super. Par rapport à l'année qui vient de se passer, quel bilan tu dresses de ta saison? Et puis, quels vont être tes objectifs pour la saison qui arrive là, très bientôt? Alors ma saison 2021, on va dire que c'est découpé en plusieurs morceaux. Une progression constante en début d'année. Je suis pas forcément un homme des tout débuts de saison, mais je commence à voir le jour un peu, on va dire, au mois de mars. Et donc j'avais une bonne progression. J'ai commencé l'année sur un bon rythme, on va dire. Et malheureusement, on a eu, nous, équipe continentale, on a eu une coupure d'un peu plus d'un mois en avril, puisqu'on n'avait pas de compétition en France. Donc ça nous a mis un gros frein. En plus, bon, il y a déjà un fossé entre nous et qui est légitime entre nous et les World Tour ou les Continental Pro. Mais alors le fossé, on va dire que c'est encore plus creusé avec ça parce que les équipes Continental Pro et World Tour pouvaient courir à l'étranger alors que nous on était bloqués, quoi. On n'avait pas de course. Et puis donc il a fallu se débrouiller un peu comme on pouvait, Mmh. s'entraîner dur pour tout de suite revenir dans le match une fois que les courses allaient reprendre, quoi. Ouais. Donc après j'ai fait une bonne partie avril, mai, juin. J'avais vraiment des bonnes sensations. J'étais toujours dans le match dans les finales de course. J'étais toujours là. Il m'a manqué un petit truc pour vraiment aller chercher un gros résultat, mais voilà, du début avril jusqu'à fin juin, on va dire jusqu'au championnat de France, j'ai eu une bonne période où j'étais performant, quoi. Et puis après, ensuite, donc en juillet, nous, c'est pareil, on n'a pas grand-chose. Étant donné qu'il y a le Tour de France, nous, équipe continentale, on Mmh. n'a pas trop de compétition. Et puis ensuite, j'avais fait une bonne préparation pour la fin de saison, août, septembre et puis octobre. Et malheureusement, je montais bien en pression, je commençais à devenir vraiment bien en forme et puis je me suis blessé au Tour du Limousin. Ouais. J'ai attrapé une tendinite en fait derrière le genou et ça m'a bloqué. Enfin, j'ai été obligé d'observer une période de repos de 3 semaines complètes pour soigner vraiment la blessure. Et donc là, je suis revenu sur le vélo aux alentours du 15 septembre. Donc après, il a fallu
essayer de revenir au plus vite, on va dire en forme, mais bon, j'ai grillé quelques étapes. Mmh. Et puis donc la fin de saison a été compliquée. J'ai pas eu le temps de revenir vraiment en forme avant la fin de saison, quoi. OK. Donc c'était une saison en demi-teinte, on va dire, Mmh. parce que j'ai eu une bonne période de 3 mois et puis ensuite voilà, c'était un peu compliqué. Et du coup, suite à cette saison, tu te fixes quoi comme objectif pour cette année? Bah tout simplement déjà, moi ce que je souhaite cette année, c'est faire une saison complète, parce que en 2019, c'est pareil, j'ai été victime d'une chute au mois d'août et je me suis cassé les 2 doigts de la main gauche, donc pareil, j'ai pas fait une saison complète, j'ai arrêté ma saison début août. Après en 2020, bah voilà, avec l'épidémie de Covid, c'est pareil, c'était pas une saison complète non plus, et 2021 non plus. Donc Mmh. mon premier souhait, c'est de faire une saison vraiment complète, et puis après forcément être performant individuellement et collectivement. Je pense qu'on a moyen de faire une très belle saison avec les copains. Donc voilà, c'est mes 2 plus grands souhaits. Et puis forcément, ce que je cherche depuis de nombreuses années, c'est obtenir une victoire, peu importe laquelle, mais vraiment obtenir une victoire chez les pros, quoi. Mmh. Tu abordes la saison avec un statut de leader dans l'équipe? Ouais, en fait, nous, on n'a pas forcément de gros leaders, on va dire, parce que on est tous voilà, on a tous chacun notre, on n'a pas, c'est pas une équipe où il y a des gros moyens forcément. Mmh. Donc, ce qui veut dire qu'on est tous à peu près sur le même piédestal. Et donc, voilà, il n'y a pas forcément de gros leader qui est mis en avant. On a des coureurs un peu qui passent un peu partout. Et là cette année, on a vraiment une belle équipe pour performer. Et donc, il n'y a pas forcément de leader, mais on va dire que je fais partie des hommes d'expérience de l'équipe. Mmh. Et puis sur lesquels on doit s'appuyer. Donc voilà, on est 4 ou 5 coureurs d'expérience et c'est à nous d'assumer notre rôle et puis d'aller chercher des résultats, quoi. OK. Tu parlais d'une grosse victoire là, que tu essayes, d'avoir depuis plusieurs années. Selon toi, qu'est-ce qui te manque encore aujourd'hui pour aller chercher, un gros résultat, qui pourrait te débloquer pour la suite? Bah, ce qui manque, je pense, enfin, voilà, c'est toujours chez les pros, c'est compliqué, c'est toujours de la remise en question. Faut jamais lâcher, faut toujours, voilà, faut toujours s'engager vraiment à bloc dans la course. Et ce qui me manque surtout, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore un peu de confiance en moi Mmh. et d'être un peu plus opportuniste. Et voilà, c'est ce que je souhaite aussi cette année, c'est tenter des choses plutôt que d'essayer d'attendre et d'aller faire voilà, entre 10 et 15 ou voilà, une petite placette. Essayer de tenter le tout pour le tout, quitte à tout perdre, mais vraiment essayer des choses. Donc c'est ce que je me suis fixé aussi en objectif cette année, c'est d'être plus opportuniste et de croire un peu plus en moi pour essayer vraiment d'aller chercher un résultat marquant, quoi. OK. Tu as fait 2 années chez Delco en 2018 et 2019. Qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi du coup tu es revenu chez Roubaix? Ce que ça m'a apporté, c'est surtout, ça m'a permis déjà d'avoir un niveau, des niveaux de course un peu plus supérieurs. Même si je faisais quand même pas mal de courses en France, j'ai quand même été à l'étranger pas mal de fois. Mmh. Ça m'a permis de me jauger aussi un peu sur des courses à étapes à l'étranger, etc. Surtout de voir un autre calendrier de course. Et Ouais. puis après, j'ai pas. Ce que je regrette un peu de mon passage chez Delco, c'est que j'ai pas eu. En arrivant à Delco, j'ai pas eu la confiance que j'aurais dû avoir, enfin, de l'équipe envers moi, on va dire, Ouais. parce qu'ils m'ont pris en fait. Enfin, j'ai ressenti ça comme ça. Ils m'ont pris un peu comme un néo-pro qui découvrait le milieu continental pro, etc. Mais bon, j'avais déjà fait quand même 3 ans auparavant en continental à Roubaix, donc je pense que j'aurais mérité un autre statut et ça m'a permis, enfin, on va dire que je me suis un peu perdu
Du coup, j'ai baissé un peu en confiance et puis Mhm. je me suis cantonné à un rôle plutôt d'équipier. Donc, et puis au final, j'ai pas été conservé pour des raisons qui sortaient un peu du contexte sportif parce que il y avait une arrivée d'un nouveau sponsor japonais, donc il y avait plus trop de place. Enfin, il fallait qu'ils prennent des coureurs japonais, Ok. etc. Donc plus fallait qu'ils gardent des coureurs de la région, etc. Donc mis ça bout à bout, en plus que je m'étais blessé en fin d'année, j'ai pas pu recourir avant la fin de saison, donc j'avais pas été conservé en fin d'année. Et et puis après, comme je connaissais bien Roubaix et j'avais pas trouvé d'autres contacts en Continental Pro. Roubaix a bien voulu me reprendre voilà pour continuer chez les pros. Donc je suis très reconnaissant d'ailleurs envers eux parce que c'est eux qui m'ont fait confiance déjà en étant stagiaire. Après ils m'ont pris chez les pros et puis après ils m'ont encore pris à la suite de Delco. Donc c'est qu'ils ont une bonne confiance en moi et ça j'en suis très reconnaissant. Ok. On sent qu'il y a un écart important entre les équipes Continental Pro et Continental. Selon toi, ça se joue sur quoi? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est le programme de course, la taille d'effectifs? Qu'est-ce qui justifie que cet écart soit si grand? Tu nous disais qu'avec le Covid, ça s'était creusé encore un peu plus avec les courses à l'étranger. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs selon toi? Ouais, non, tout simplement, c'est une question aussi de moyens. Hein, voilà, c'est beaucoup ça maintenant. Plus on a de moyens, plus on a des choses de mise à disposition. Voilà, une équipe Continental Pro maintenant, c'est hyper structuré. Il y a des médecins, il y a des kinés, il y a des ostéos, nutritionnistes. Voilà, et un encadrement vraiment pour optimiser la performance à 200%. Et c'est ce qu'on n'a pas, nous, en équipe continentale. Après, on a deux bras et deux jambes comme les autres. Et physiquement, on n'a rien à envier à des coureurs qui sont au Continental Pro Mmh. ou même certains en World Tour. Donc, faut continuer de se battre. Et nous, cette année, on a vraiment, je pense, je me répète, mais on a une bonne équipe pour performer. Et je pense que on devrait être agréablement surpris par nos résultats cette année. Et je l'espère en tout cas. Toi, du coup, tu es pro depuis 2015, tu vas entamer ta 8e saison. Comment tu as vu le cyclisme professionnel évoluer sur ces 7 saisons passées? Quels ont été, selon toi, les changements majeurs? Bah voilà, les changements majeurs. C'est comme je disais, c'est maintenant c'est les gains marginaux quoi. C'est tout le monde va chercher les petits pourcentages je parle des grosses équipes où ils peuvent aller en chercher quoi. Que ce soit sur le matériel, la nutrition, l'entraînement. Il y a plein de choses mis bout à bout qui maintenant le moindre pourcentage que l'on peut gagner quelque part c'est optimisé à 200%. Donc ça a pas mal évolué depuis que je suis passé pro. Et puis ce qui a pas mal évolué aussi, c'est aussi le niveau. Mmh. Moi, je sais que quand je suis passé pro, il y avait un écart entre les amateurs et les pros, mais qui était pas aussi énorme que maintenant. OK. Maintenant, quand on arrive en début de saison, si on n'est pas prêt, on ramasse tout de suite. Donc, avant, on pouvait se mettre un peu en route, on va dire, pas tranquillement, mais voilà, on avait un peu plus de temps et puis tout le monde était un peu moins prêt, on va dire, en début de saison. Que maintenant, c'est toute l'année, il y a pas de répit. C'est de fin janvier jusqu'à mi-octobre. C'est voilà, il y a un niveau de fou et c'est vrai que maintenant, plus les années passent et plus ça roule vite, quoi. Donc voilà, ça a quand même pas mal évolué. Là, je vais attaquer ma 8e saison, mais donc en 8 ans, ça a bien évolué quand même. Ouais. OK. On va se poser une petite question autour du cyclo-cross parce on est très friand de cette discipline sur la chaîne. On a vu que tu en avais fait là, cet automne et que ça te réussissait, plutôt bien. Avec le développement de la médiatisation autour de cette discipline, hein, qui perce de plus en plus, est-ce que tu te vois aller plus régulièrement sous les sous-bois ou c'est juste, vraiment pour le plaisir à la fin de saison? Ben, en fait, là, j'en ai fait quelques-uns. J'ai dû en faire 6, je pense, cette saison. Et moi, j'en fais vraiment pour le plaisir et puis pour le goût de l'effort, quoi. Mmh.
C'est une discipline que j'affectionne particulièrement. J'adore aller voir ou même regarder à la télé et tout ça. C'est vraiment une discipline que j'aime bien. Ça m'a toujours passionné. Et moi, je prends ça un peu en loisir, on va dire. Ouais. Après, là, j'en ai fait à la suite de ma saison, j'en ai fait deux pour prolonger un petit peu de 2 semaines, un peu plus, avant de faire une petite pause, parce que comme j'avais été blessé, j'ai pu continuer un peu plus longtemps jusqu'au 1er novembre et faire 2 cyclocross que j'ai gagné d'ailleurs. Mhm. Et puis après, j'en ai refait un petit peu en décembre et voilà. Mais non, c'est vraiment une discipline que j'aime bien. Après, j'aimerais bien essayer un jour. Bah, je pense qu'en étant encore professionnel, c'est compliqué. Mais peut-être un jour faire une saison complète avec du bon matériel et un peu dans une équipe un peu structurée, ça doit être sympa, ça doit être sympa à faire quand même. Bah, en tout cas, si jamais tu le fais, sache qu'on te suivra avec le plus grand des plaisirs. Donc on disait, tu as déjà une bonne carrière, de cycliste. Toi, tu te vois encore, cycliste pendant combien d'années? Et est-ce que tu prépares déjà une reconversion, pour la suite? Pendant combien d'années encore cycliste, c'est une bonne question. Là, enfin, je sais que là, je vais bientôt avoir 30 ans, mais je me vois pas arrêter tout de suite. Mmh. Voilà, comme je disais, c'est vraiment un métier passion, donc tant que ça peut durer, bah, c'est avec grand plaisir. J'espère que ça va durer encore quelques années, et parce que je suis toujours autant motivé, j'ai pas de baisse de motivation pour m'entraîner ou quoi que ce soit, donc j'ai vraiment envie de continuer encore longtemps, et après je sais pas combien d'années exactement. Donc c'est pour ça que niveau reconversion, j'ai pas encore entamé forcément de démarche. Forcément, j'y pense un peu parce que en étant en équipe continentale, pour le moment, j'ai que des contrats d'un an renouvelables à chaque fois. Ouais. Donc c'est un petit peu compliqué de se projeter et puis d'être serein dans la tête. C'est pas évident. Donc c'est beaucoup de remise en question, de doutes. Voilà. Et puis on se pose la question de si ça s'arrête, qu'est-ce qu'on va faire. Mmh. Donc j'y réfléchis un peu, mais je sais que, enfin, moi, mon souhait, ça serait plutôt de pas m'éloigner forcément du vélo parce que c'est vraiment ce que j'ai ma grande passion. Donc j'ai envie de mettre à profit aussi mon expérience de cycliste, etc. dans dans mon futur proche, quoi, ou enfin au plus lointain, on va dire. Le plus lointain, c'est plus le plus lointain, c'est mieux, mais Ouais. voilà, il y a un profit de mon expérience pour plus tard, ouais. Mais j'ai pas encore de plan vraiment établi dans ma tête, et voilà, je reste focalisé vraiment sur le vélo, et j'essaie de donner le maximum pour que ça continue le plus longtemps possible, quoi. OK, merci beaucoup. Bon, Jérémy, cette interview va bientôt toucher à sa fin, mais avant qu'on se quitte, tu es sur Radio Fringale et on a une question, dans nos interviews que l'on pose à chaque personne. Est-ce que tu peux nous raconter ta plus grosse fringale? Alors, ma plus grosse fringale, ouais, j'en ai une en tête. Ouais. D'ailleurs, vous allez bien aimer parce que c'était sur un cyclocross. OK, parfait. Ouais, c'était, ouais, il y a quand même longtemps, hein. J'étais encore un amateur. Je pense que ça devait être dans les années 2011, 2012, je pense, par là. Donc voilà, j'étais assez jeune. Et je me souviens que j'avais fait en fait, c'était un cyclocross qui était organisé à côté de chez mes parents. Et c'était même pas un cyclocross FFC, c'était un cyclocross FSGT. Donc mais c'était libre pour tout le monde en fait. Mmh. Et c'était début janvier. Et en fait, je préparais ma saison de route comme d'habitude. Et donc à l'époque, c'était mon frère qui m'entraînait. Et il m'avait fait faire 3 heures de vélo le matin. Donc voilà, entraînement 3 heures le matin. J'étais rentré le midi, j'avais mangé un petit peu, mais pas trop, parce que voilà, forcément, il y avait le cyclocross après, donc j'avais peut-être pas assez d'ailleurs mangé. Ouais. Et puis comme j'avais fait 3 heures dans le froid le matin, bon, dans le froid, c'est vrai qu'on puise pas mal d'énergie et on brûle beaucoup de calories. Et donc j'avais fait le cyclocross l'après-midi, et je pense
un tour et demi de l'arrivée, je devais être deuxième, il me semble. J'ai eu des grands frissons d'un coup et puis il y avait vraiment plus d'énergie, mais vraiment vidé. Mhm. Et j'avais vraiment beaucoup d'avance sur le troisième, quatrième, etc. Et j'étais de l'autre côté du circuit. En fait, c'était un circuit un peu dans une forêt. Et Ouais. donc, il n'y avait pas de spectateurs, rien. Et je pouvais tellement plus que j'avais coupé le circuit. J'étais passé sur les balises pour, pour faire une partie en moins, quoi. Pour que ce soit Ok. un peu moins long. Et bon, personne m'avait vu. Et le troisième m'avait doublé, le quatrième, alors qu'ils étaient vraiment très loin. Et j'étais arrivé, je tenais presque plus debout, quoi. J'étais vraiment vidé, complet. Et je me souviens que j'étais assis après la ligne d'arrivée, en train de manger des pâtes de fruits, quoi. Donc là, c'était ma plus grosse fringale, c'était ça, quoi. Et donc depuis maintenant, ce que j'ai retenu, c'est que maintenant, quand je fais du cyclocross, je roule même pas le matin. Je fais Ouais. rien du tout. Je préfère arriver au cyclocross peut-être un petit peu bloqué, mais je préfère faire une bonne sortie la veille à la rigueur, plutôt que de rouler le matin et faire le cyclocross l'après-midi. Maintenant, je me concentre que sur le cyclocross pour faire vraiment le cyclocross comme il faut et pas faire les choses à moitié, quoi. Donc Super. voilà. Bon, c'était une sacrée fringale. Merci pour cette anecdote. Elle est top. On la garde. Et voilà. Merci beaucoup. Comme je te disais, notre interview va toucher à sa fin. Toi, ta saison attaque bientôt. Tu seras sur le Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces semaines à venir? Ce qu'on peut me souhaiter pour les semaines à venir, d'être en bonne santé, surtout, de pas tomber malade, de pas avoir de problèmes physiques ou de chute, etc. Et puis forcément d'avoir une bonne condition physique pour essayer de me distinguer un petit peu, quoi. Voilà, pour les semaines à venir, ça sera déjà très bien. Ok, merci beaucoup Jérémy pour cette demi-heure que tu nous as accordée dans ton emploi du temps bien serré. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Chers fringaleux, j'espère que vous avez apprécié cette interview. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Vous pouvez aller sur notre page Instagram et également sur celle de Jérémy pour le soutenir durant toute cette saison. On vous mettra les liens dans la description de la vidéo. Jérémy, est-ce que tu as un dernier mot? Ben non, pas forcément de dernier mot, mais merci à vous pour cette interview. Ça change un peu des autres interviews, on va dire, avec les journalistes. Donc c'est un plaisir. Et puis je vous souhaite bonne continuation et peut-être à très bientôt. Bah ouais, merci beaucoup. En tout cas, on n'hésitera pas à refaire appel à toi pour faire un bilan de la saison, pour t'encourager dans les mois qui viennent. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Comme Jérémy nous l'a dit, pensez à vous alimenter, surtout quand vous faites des grosses sorties dans le froid, car la fringale guette. Bonne fin de journée, à la prochaine et restez connectés. Salut!